Alors ça a été évoqué, c'est vrai que la transition énergétique, c'est bien le développement des énergies renouvelables, mais c'est aussi l'arrêt du recours aux énergies fossiles, et notamment l'arrêt de nos centrales thermiques à flamme qui utilisent ces énergies fossiles. Alors le problème, c'est que d'une part, le développement des énergies renouvelables, ça va générer plus de fluctuations sur la production d'électricité, et d'autre part, l'arrêt des centrales thermiques à flamme, ça va réduire nos capacités de réactivité, notre flexibilité sur la production d'électricité. Donc la conjonction de ces deux phénomènes fait qu'on a un besoin d'avoir des systèmes de stockage de masse qui permettent à chaque instant d'assurer l'équilibre entre production et consommation d'électricité. Donc pour faire ça, on a trois options, pour faire simple, pour ce stockage de masse. On a l'option des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui consiste en l'utilisation de bassins d'eau à différentes altitudes pour pomper ou turbiner l'électricité, enfin sans rentrer dans les détails. C'est une technologie qui est éprouvée, écologique, performante. Le seul problème, c'est qu'on a un potentiel de développement complémentaire très restreint et que ça ne peut pas constituer une option viable pour assurer vraiment ces besoins de stockage à grande échelle. Une deuxième option, c'est les batteries, qui est une technologie intéressante, mais qui aujourd'hui, avec les technologies actuelles, nécessite l'importation de différents matériaux qui sont en quantité limitée dans le monde, notamment le lithium, qui en plus, de par son exploitation, est une source de pollution locale. Et donc il ne peut pas non plus constituer a priori une option viable à grande échelle, en tout cas aujourd'hui. Il y a une option qui nous semble pertinente et qui pourrait être du coup l'élément clé pour accompagner le développement des énergies renouvelables, c'est l'utilisation de l'hydrogène. L'hydrogène, on pourrait le produire en période de surproduction d'électricité, par électrolyse, de ces énergies renouvelables, et on pourrait l'utiliser en période de sous-production d'électricité pour reproduire l'électricité qui a été précédemment consommée. Donc ça constitue pour nous l'élément clé pour accompagner le développement des énergies renouvelables, mais aussi, et c'est ça le plus de l'hydrogène, pour sortir des énergies fossiles pour la mobilité, puisque l'hydrogène peut aussi être utilisé pour alimenter des véhicules et donc remplacer les véhicules à essence ou les véhicules diesel d'aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, l'essence et le diesel qui est utilisé dans nos véhicules, c'est 40% de notre consommation d'énergie fossile. Donc si on veut sortir des énergies fossiles, il faut clairement s'attaquer à ce problème-là, sachant que le carburant, donc essence ou diesel qui est utilisé dans ces véhicules, il est importé à 99%, ce qui nous fait dépendre de puissances étrangères, notamment il est importé à 21% d'Arabie Saoudite. Ça a un coût, cette importation, puisque ça pèse à 70% sur notre balance commerciale extérieure, à hauteur de 27 milliards d'euros chaque année, et ça émet énormément de CO2, jusqu'à 137 millions de tonnes de CO2 en 2013. En plus des particules fines qu'on connaît, notamment en région parisienne. Passer à un modèle basé sur le véhicule hydrogène, ça permettrait d'avoir un carburant made in France d'une certaine manière, puisqu'il serait produit à partir d'énergies renouvelables locales, et donc ne plus avoir ces problèmes d'importation de carburant, d'impact sur la balance commerciale extérieure, ou même d'émissions de CO2, puisque du coup on produirait cet hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Et le tout avec des véhicules qui ont une autonomie quasiment équivalente à celle des véhicules à essence ou diesel classique, avec une durée d'un plein qui est équivalente également, contrairement aux véhicules électriques où les autonomies restent encore assez faibles, entre 100 et 150 km, et avec des durées de recharge qui sont beaucoup plus importantes, de l'ordre de quelques heures pour des recharges normales. Donc une véritable opportunité se présente à nous avec les véhicules hydrogène. Et alors, pour comprendre concrètement comment ça pourrait marcher la mobilité hydrogène, c'est assez simple. Pour avoir de la mobilité hydrogène, il faut à la fois avoir des stations-service hydrogène et avoir des véhicules à hydrogène. Donc, des stations-service, aujourd'hui on a une société française qui s'appelle McPhy qui sait en faire. Ça consiste à faire simple, casser des molécules d'eau grâce à l'électricité pour produire à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc l'hydrogène serait stocké dans ces stations-service. Et la deuxième brique fondamentale, c'est évidemment d'avoir des véhicules à hydrogène, des voitures à hydrogène. Et donc ces voitures à hydrogène, elles pourraient se recharger en station-service et donc utiliser cet hydrogène qui serait recombiné avec de l'oxygène dans une pile à combustible pour produire l'électricité et alimenter un moteur électrique qui ferait tourner les roues du véhicule. Et donc ces véhicules à hydrogène, ils existent, il y a des modèles qui ont été sortis. Toyota a sorti le modèle Mirai. D'autres marques ont sorti leur propre modèle.
Et on voit finalement que le défi, il n'est pas technologique. Aujourd'hui, donc il y a tout un tas de constructeurs qui ont proposé des modèles à la commercialisation. On a même Renault qui s'est associé avec Symbio FCL, une entreprise française, pour créer un modèle de Kangoo à hydrogène, un modèle hybride. Donc on voit que le défi n'est pas technologique, même sur la sécurité, on voit qu'on a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, même les pompiers dans la Manche à Saint-Lô sont équipés de véhicules à hydrogène, donc c'est qu'a priori ils ne craignent pas le contact, ou la proximité en tout cas, entre ces véhicules et des sources de chaleur. Donc on voit qu'il n'y a plus de verrou vraiment technologique et que le défi il est aujourd'hui économique. Et on a besoin, pour relever ce défi économique, d'avoir une production en série de masse de ces véhicules pour pouvoir baisser les coûts. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, on va dire que le plein avec un véhicule à hydrogène c'est à 50 €, et que le prix du véhicule est entre 60 000 et 75 000 €. Demain, si on veut avoir une concurrence avec des modèles diesel haut de gamme, puis avec des modèles diesel ou essence classique, il faut pouvoir avoir une production de 100 000 véhicules par an, puis de 500 000 véhicules par an. Et là, on pourra avoir des conditions à la fois d'achat du véhicule et d'achat de coût de l'hydrogène qui seront concurrentielles. Donc 500 000 véhicules par an, ça reste seulement un quart de la production de véhicules totale annuelle. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement extravagant. Donc on pense qu'il y a une possibilité d'arriver très rapidement à avoir une concurrence de ces modèles hydrogène avec les modèles essence et diesel classiques. J'en arrive au deuxième sujet que je souhaitais évoquer aujourd'hui, qui concerne la transition énergétique en Allemagne, et plus particulièrement les enseignements qu'on peut en tirer en termes de ce qu'il ne faut pas faire. Premier enseignement, c'est qu'il est trop compliqué de vouloir sortir à la fois des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire en même temps. En Allemagne, c'est assez clair. Ils n'ont pas choisi de sortir des énergies fossiles finalement, mais de sortir de l'énergie nucléaire seulement. Donc le développement des énergies renouvelables a permis de compenser la baisse de la production à partir d'énergie nucléaire, mais la production à partir d'énergie fossile est, elle, restée constante. Et l'Allemagne a même augmenté sa production à partir de lignite, qui est un des charbons les plus polluants, et a même rouvert des exploitations, des mines à ciel ouvert, qui ont des impacts forts sur les populations locales et sur les paysages. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette transition énergétique allemande, c'est qu'on ne peut pas faire financer l'ensemble de la transition énergétique, qui a un certain coût, par les ménages. L'Allemagne a commencé sa transition énergétique dans les années 2000, à une période où le prix des énergies renouvelables était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, et donc ça a entraîné des coûts très importants à financer. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le foyer allemand qui a subi ces coûts, puisqu'entre 2000 et 2013, on a eu un doublement de la facture pour les foyers allemands, avec un passage de 14 centimes du kilowattheure, qui est à peu près le prix de l'électricité en France actuellement, à plus de 28 centimes du kilowattheure en 2013, et en majorité dû à une augmentation des taxes qui financent le développement des énergies renouvelables. Et pour l'avenir, il y a de fortes chances que cette évolution à la hausse continue, puisque le fait que l'Allemagne n'ait pas choisi, ou n'ait pas pu, investir dans le stockage, notamment le stockage d'hydrogène, fait qu'elle va devoir investir massivement dans ses réseaux pour renforcer ses réseaux. Et donc le coût de la transition énergétique devrait encore augmenter. Il est estimé à 1000 milliards par le ministre de l'écologie allemand. Et donc cette hausse des coûts pour les ménages risquerait d'augmenter. Troisième et dernier enseignement de cette transition énergétique allemande, c'est que sans protectionnisme intelligent, on ne pourra pas développer d'industrie de la transition énergétique pérenne. L'exemple allemand est assez flagrant. Dans les années 2000, les industriels allemands sont développés dans le domaine du photovoltaïque. Puis, aux alentours de 2006, le gouvernement chinois a décidé de subventionner l'industrie du photovoltaïque et donc de verser des subventions publiques à ces industriels pour qu'ils produisent massivement des panneaux photovoltaïques qui ont rapidement investi et inondé le marché européen jusqu'à atteindre 90% des panneaux qui étaient installés en 2013. Ce qui a été assez mortel pour un certain nombre d'industriels allemands qui ont fait faillite, comme les trois qui sont présentés ici, avec en 2012 plus de 20 000 salariés qui sont du jour au lendemain tombés au chômage du fait de cette concurrence déloyale entre l'industrie du photovoltaïque chinois et l'industrie allemande. Voilà finalement ces trois enseignements de la transition énergétique allemande. On ne peut pas mener à la fois une transition en supprimant d'un coup les énergies fossiles et l'énergie nucléaire.
Le coût de cette transition ne peut pas être financé intégralement par les ménages, il faut trouver d'autres moyens de financer cette transition énergétique. Et sans protectionnisme intelligent, on n'aura pas une industrie de la transition énergétique et on n'aura pas une création d'emplois qui sera pérenne dans le temps, puisqu'elle sera soumise à cette concurrence déloyale de pays à bas coût comme la Chine.